Il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier, blagueur à ses heures. Il est en studio avec nous. Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Salut Yannick. Comment vas-tu? Ça va très bien. Content de te voir à Québec avec nous autres, Colin, en studio, nous présenter ton petit bébé, l'enquêteur des théories du complot qui vient de sortir puis qui va être en librairie le 30, c'est ça? Exactement. Donc, le livre est sorti de l'imprimerie il y a quelques jours seulement et il sera disponible partout au Québec à partir du 30. Et je dois t'avouer, Yannick, que j'étais très réticent à écrire cet ouvrage-là. Oui, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Tu vas avoir une vague d'insultes et de courriels orduriers. Parce que c'est toujours ça un peu. C'est-à-dire que il y a à peu près, je te dirais, à peu près un an, ouais, mon éditeur m'a appelé et mon éditrice, en fait, et elle m'a dit, écoute, Christian, ça serait le fun. Ça fait quand même quelques années que tu animes une chronique Mété Complot sur un autre réseau. Elle dit, ça serait intéressant si tu faisais un truc sur les théories du complot. Mm-hmm. Et je dois t'avouer que j'ai eu une hésitation parce que je me suis dit, un livre sur les théories du complot. Dans un premier temps, je me suis posé la question, pour qui et pourquoi? Parce que, faut le savoir, les gens, dans l'univers des théories du complot, t'as bien plus de chances de faire changer d'avis un raélien sur le Prozac que de faire changer un théoricien du complot. Les gens qui croient au complot, que ce soit le World Trade Center, les chemtrails, tous ces trucs-là, les gens, il existe en psychologie sociale un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. Et cette dissonance cognitive-là se résume par une réaction agressive à toute pensée qui va à l'encontre de ton idée. Et c'est exactement ce que l'on retrouve chez les théoriciens du complot. Fait l'expérience, puis on l'a déjà fait, je pense, en studio. On a déjà parlé, par exemple, des chemtrails et des trucs comme ça. Et très rapidement, on avait des courriels qui étaient tout à fait orduriers. Ces gens-là sont imperméables à tout argumentaire. Et quand tu arrives avec des éléments, et s'ils n'ont pas de réponse ou tu arrives avec un document, ils vont diaboliser la source. Ah oui, mais le document que tu me cites, c'est un document du gouvernement ou c'est un document de Greenpeace. Greenpeace est de cheville avec les Illuminati qui font partie eux-mêmes du complot. Donc finalement, tu t'en sors jamais. Donc c'est à peu près impossible de faire changer d'avis un théoricien du complot. Cela étant dit, je me suis dit, c'est sûr que cet ouvrage-là ne s'adressera pas aux théoriciens du complot. Et je le dis, là, je sais que si ces gens-là le lisent, ça va ruer dans les brancards. Ouais. Mais tu sais que même si tu le dis, ils vont l'acheter. Ils vont l'acheter, ils vont le lire pour se dire, faut dire, Christian Page est un reptilien Illuminati à la botte du gouvernement. J'ai eu ça, puis moi, c'était l'agent du gouvernement. Ouais, c'est ça. Donc, les Illuminati. Je prépare d'ailleurs une conférence à Montréal le 9 septembre prochain. Ouais. Puis j'ai une petite image où on me voit, puis là je me dis voilà, c'est un reptilien parce qu'il y a une bosse sur le poignet, tu sais, parce que j'avais t'avais remarqué, hein? Non? Oui. Il paraît que c'est un mouvement répétitif qui fait ça. Mm-hmm. Bon, OK. Donc, il sort le 30, l'enquêteur des théories du complot. Puis rapidement, parce qu'on parlera pas de ton livre toute la soirée. Ex cathedra. C'est quoi les théories les complots que t'abordes? En fait, c'est ça. Ce que j'ai fait, Yannick, c'est j'ai pris 10 des théories du complot qui sont très répandues et j'ai approché ces théories-là en journaliste, pas en croyant ni en sceptique. Je me suis posé la question, est-ce que ces théories du complot résisteraient à une analyse critique et objective? Donc, j'ai analysé 10 de ces théories du complot. Il y a les chemtrails, bien sûr. Donc, ces traînées de gaz, cette vaporisation, cet épandage que laisseraient échapper certains avions qui seraient à la botte du gouvernement, évidemment, des gaz dans le but de contrôler les populations, contrôler les climats, en tout cas, peu importe. Ce sont ces fameuses traînées de condensation qu'on retrouve derrière les avions, qui généralement sont des traînées de condensation dues à la vaporisation de l'eau dans les moteurs des avions. Mais depuis une vingtaine d'années, des théoriciens du complot soutiennent que certains avions feraient des épandages clandestins et ces épandages clandestins seraient des gaz qui serviraient, comme je l'ai mentionné, soit à contrôler les climats, à rendre les gens malades, peu importe. En fait, tu as autant d'hypothèses que tu as de théoriciens du complot pour les soutenir. Je vais essayer de t'agacer un peu. Oui, mais... Des fois, on se lève les yeux au ciel. Oui. Puis, il y a des chemins qui ont été faits, puis il n'y a pas d'avions qui ont passé. Ça vient d'où? En fait, c'est parce qu'il y a un avion qui a passé et tu ne l'as pas vu parce que cette fameuse traînée de condensation, c'est assez amusant parce que les théoriciens du complot évoquent toutes sortes de trucs. Ils se disent, oui, les chemtrails durent en l'air plus longtemps qu'une traînée de condensation. Ou le chemtrail fait ceci, ou le chemtrail fait cela. En réalité, tout ça, c'est de la foutaise parce que si on avait, et je sais que tu as reçu récemment, je pense c'est mercredi,
tu avais un climatologue. Oui, je l'ai noté, on va en parler. Si tu avais discuté avec lui, il t'aurait dit les traînées de condensation, ce que les théoriciens du complot soutiennent, c'est de la foutaise, parce que les traînées de condensation peuvent perdurer des heures, comme elles peuvent perdurer des minutes, et tout ça dépend des vents en haute atmosphère, de la température, de l'humidité, et dépendamment si l'avion, par exemple, volait à 25 000 pieds, et il y avait, disons, l'air était très humide, la traînée de condensation peut durer de très très longues minutes, sinon des heures, et dans d'autres cas, elles peuvent durer seulement quelques minutes. Ça n'a rien à voir avec l'épandage, ce sont les conditions climatiques qui fait qu'une traînée va perdurer plus longtemps que d'autres. Donc, bien sûr, il y a des chemtrails, il y avait la sacro-sainte histoire du World Trade Center que je n'ai jamais voulu aborder publiquement parce que en fait, je l'ai abordé 1 ou 2 fois et tu devrais voir la flopée de courriels orduriers que ça m'a valu. Donc, le World Trade Center, parce que là, évidemment, le World Trade Center, c'est devenu la conspiration des années 2000. Avant les années 2000, la mère de toutes les conspirations, c'était l'attentat de John F. Kennedy. Bien sûr que j'aborde dans l'ouvrage aussi. Mais depuis les années 2000, je te dirais que l'affaire Kennedy était un peu éclipsée par l'affaire du World Trade Center. Donc, j'aborde JFK, j'aborde le World Trade Center, j'aborde les chemtrails. Bien sûr, on aborde la question de oui ou non les extraterrestres. Le gouvernement est-il de cheville avec une race d'extraterrestres, les reptiliens, qui vivraient dans des bases souterraines quelque part aux États-Unis. J'ai également abordé la question de la NASA qui nous dissimulerait des preuves de présence extraterrestre dans le système solaire. J'ai bien sûr aussi abordé les très méchants Illuminati. Donc cette race, ou en fait ce groupuscule de gens qui serait représenté par 13 représentants des plus puissantes familles au monde, dont par exemple les Rothschild, les Windsor, la famille royale. Donc 13 héritiers des plus grandes familles qui gouvernerait le monde. Donc, une sorte de société secrète qui serait les maîtres du monde. Donc, 10 des théories du complot les plus répandues que j'ai analysées une à une en tenant compte, bien sûr, d'une approche journalistique. Donc, je regardais les faits, je regardais les documents officiels, ce que les théoriciens du complot affirment, et j'ai essayé de comparer ça avec des spécialistes du domaine de l'aviation, du domaine de l'aéronautique, par exemple, lorsque l'on parlait des chemtrails, des climatologues. Et puis, bon, j'ai soumis ça un peu à cette analyse-là, et le résultat est dans cet ouvrage, L'enquêteur des théories du complot. Ça peut dû être facile, des fois, de tomber sur des blogs où les gens sont en plein délire psychotique, là. En fait, tu restes pas longtemps sur les blogs où les gens sont en délire psychotique, justement à cause de cette dissonance cognitive. Hein? Ces gens-là, tu ne peux pas argumenter avec un théoricien du complot. C'est-à-dire qu'après 2 ou 3 minutes, très rapidement, t'es bloqué. Tu sais, le type te dit, bon, le World Trade Center, tu dis oui, mais est-ce que c'est beau? Parce que là, je te donne un exemple assez simple où ils vont dire, oui, ben le World Trade Center s'est écroulé, mais le métal, par exemple, fond à 1500 degrés et le kérosène dans les avions brûle à 1200 degrés. Donc, ça n'a pas de bon sens que la tour se soit écroulée. Tu dis oui, mais le problème, c'est qu'à partir de 800 degrés, le métal n'a plus aucune force. Une tige de métal, un enfant de 5 ans pourrait la plier comme une paille. Ah ben, t'es comme soudainement, tu t'aperçois que tu peux plus réagir, t'as été coupé directement du site. Tu t'inscris sur des faux noms, toi. Ouais, c'est ça. Donc, faut que tu ailles sur ces sites-là, soit tu t'inscrives sur des faux noms, puis là, tu essaies d'argumenter, mais ces gens-là ont toujours un argument. En fait, c'est tout le temps une fuite en avant, parce qu'ils sont omniscients. Par exemple, si toi, on te connaît pas, et Yannick Marceau s'avère être un spécialiste de l'aviation. Alors là, ils vont dire, oui, mais Yannick, comment les pirates de l'air, si on reprend toujours l'exemple du World Trade Center, comment les pirates de l'air auraient-ils pu détourner des avions de cette manière-là? Alors toi, tu es un spécialiste de l'aviation, tu vas répondre, ben en fait, la grosse difficulté d'un avion, c'est pas de le faire voler, c'est surtout de le faire décoller, de le faire atterrir. Exact. Un coup qui est en vol, en fait, simplement un guidon à tourner à gauche, à droite, et je te ferai remarquer que les terroristes ont choisi des cibles qui étaient facilement repérables du haut des airs. Donc, un coup que t'as expliqué ça, ils ont dit, OK, mais qu'est-ce que tu fais de la tour qui a brûlé? Parce que tu ne peux pas être omniscient comme un théoricien du complot. Eux sont spécialistes en aviation, en matériaux, en structure, en bâtiment, sont spécialistes en tout. Et comme toi, tu ne peux pas être spécialiste en tout, ben très rapidement, tu vas dire, ben là, je sais pas, je n'ai pas l'explication de ça. Ah, ben, tu vois, c'est la théorie du complot. La théorie du complot aussi, faut pas se le cacher, ça permet d'accuser n'importe qui sans en fournir les preuves. Donc, tu peux accuser n'importe quoi. Pourquoi j'ai écrit cet ouvrage des théories du complot? Je vais te le dire, c'est parce que j'aime pas beaucoup ces théories du complot parce que souvent, il y a des dérapages. C'est-à-dire que l'on croit que Barack Obama soit un reptilien extraterrestre qui gouverne le pays. Ça fait pas de mal à personne. Mais quand les mêmes théoriciens du complot essaient de te faire avaler
qu'il n'y a jamais eu de camp de concentration, qu'il n'y a pas 6 millions de Juifs qui ont été exécutés dans des chambres à gaz, là, tu commences à te poser des questions. Ouais. Est-ce que tu savais, Yannick, que grâce aux des grandes campagnes de vaccination qui ont commencé dans les années 70, par exemple, on a vu le taux, par exemple, de rougeole pratiquement tomber sous le seuil de l'éradication par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis, depuis la fin des années 1990, le taux a augmenté. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que des théoriciens du complot sur des sites ont prétendu que le vaccin, le ROR, rougeole, rubéole et oreillon, donnait l'autisme. Était une des premières causes de l'autisme. C'est vrai. Alors les gens, des parents craintifs, ont décidé de ne pas faire vacciner leurs enfants, tant et si bien que ces 3 maladies-là ont repris la relève. Finalement, ils ont grimpé en flèche. On avait réussi à remonter jusqu'à l'étude qui avait été faite, qui mentionnait. D'ailleurs, le docteur Wakefield, le docteur qui avait fait cette étude-là, a depuis été radié du Collège des médecins de Grande-Bretagne. Il a été accusé de fraude, d'escroquerie, d'avoir entretenu des liens commerciaux avec des compagnies qui avaient financé l'étude. Bref, cette étude-là, d'ailleurs, ça avait été publié dans le journal médical de Lancet. Depuis, le journal de Lancet s'est excusé auprès de ses lecteurs. Et comme je te l'ai mentionné, le Dr Wakefield a été radié du Collège des médecins. Et ce qui est assez amusant, parce que dans les théories du complot, on redéfinit les rôles. Le docteur Wakefield, aujourd'hui, pour les théoriciens du complot, n'est pas cet escroc qui a été dénoncé par l'ensemble du corps médical, mais il est au contraire un espèce de héros qui a décidé, ou en tout cas qui a accepté de combattre les puissantes pharmaceutiques à la botte des Illuminati. Donc, tu vois un peu comment on déforme l'histoire, et je me suis posé la question, est-ce que c'est l'histoire que je veux qu'on enseigne à mes enfants, à tes enfants? Non. Non, c'est pas cette histoire-là qu'on veut leur raconter. On n'a pas été sur la Lune. Les vaccins donnent l'autisme. Le World Trade Center est un complot. On nous gaze au quotidien avec des chemtrails. Ouais, attends une minute, c'est quoi dans quel monde qu'on vit? Ces théories du complot sont absolument aberrantes et elles ne tiennent pas la route. Dès qu'on essaie de les confronter avec les arguments le moindrement étoffés, on se rend compte qu'aucune de ces théories-là ne tient la route. Est-ce qu'on a déjà vérifié le profil psychologique de ces gens-là, des comploteurs? En fait, on a l'impression qu'on est en présence d'une très grosse communauté, mais en réalité, c'est faux. La communauté des théoriciens du complot dépasse à peine 5 à 6%. Or, dans les grands pays industrialisés, le seuil de crédulité est de 5 à 6%. Le seuil de crédulité, c'est le seuil où les gens acceptent n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens vont rentrer au dépanneur et voient sur l'étal un truc genre « j'ai été violé par un extraterrestre et j'ai accouché d'un enfant avec une tête de poisson ». Oui. Tu vois le genre de nouvelles un peu cocasses. Est-ce que tu savais qu'il y a 5 à 6% de la population qui, en voyant ça, va y croire instantanément? Ils ne se poseront pas de questions. Tu me l'avais appris. Ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de crédulité. Évidemment, il est inversement proportionnel à l'éducation. Oui. Évidemment, il est plus élevé dans les pays sous-développés par rapport aux grands pays industrialisés. Donc, le taux des gens qui croient aux théories du complot, parce que d'ailleurs, tu vas trouver rarement un théoricien du complot qui ne croit qu'à un seul complot. Généralement, quand le théoricien du complot croit au World Trade Center, il va t'ajouter après qu'il ne croit pas qu'on est allé sur la Lune, qu'il va croire également au chemtrail. Donc, c'est un complot, c'est 100 complots. Le seuil de crédulité, c'est comme ça que tu l'as appelé? Le seuil de crédulité, 5 à 6%. On a pu le constater lorsque, il y avait des reporters de TVA qui avaient été faire un tour où les sorties d'égouts qui tombaient dans le fleuve, exemple. Puis là, on avait constaté qu'il y avait des condoms qui traînaient un peu partout. Et là, il y a plusieurs personnes qui se disaient, là, c'est parce que ça descend dans le fleuve, ça s'en va dans l'océan. Et le journal de Montréal avait fait une et c'était bel et bien écrit, ça venait de Québec. Elle se baigne à la baie de Beauport, juste ici, là. Elle se baigne à la baie de Beauport et tombe enceinte. Il y a des gens qui ont pris cette une-là puis qui ont dit, mais ça a pas de bon sens, n'allez pas vous baigner à la baie de Beauport. Voilà. Ils ont vraiment cru que la fille est allée se baigner dans l'eau. Il y a un spermatozoïde qui se promenait, lui, par là, puis qui a décidé d'aller remonter jusqu'à l'ovaire. Ouais, tu sais, et c'est ça. Ça, c'est le seuil de crédulité. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, il y a rien qu'on peut faire. Et on a l'impression que cette communauté des théoriciens du complot est très vaste, mais en réalité, ce sont souvent des individus très isolés, qui ont peu d'amis. Parce que souvent, leur propre théorie du complot va les isoler de leur milieu. Ils en parlent à des amis, à leurs proches. Et là, tous les gens disent, là, t'es en train de déconner, c'est exagérant. Donc, ces gens-là se trouvent de plus en plus isolés et vont se retrouver sur Internet avec d'autres théoriciens du complot et ils échangent entre eux. Alors, ce qui donne une impression qu'on est en présence d'une grande communauté, mais en réalité, c'est une poignée d'individus qui échangent des trucs sur Internet et qui, évidemment, se donnent l'impression
qu'ils font partie d'une grande école qui va entretenir ces théories du complot. Mais ils trouvent où leur information? Je veux dire, c'est pas écrit dans des livres ou dans le fond, ils se basent les invente. Quelque chose que comme quelqu'un a inventé quelque chose et là, ça se répand. Ce sont souvent des coïncidences. Tu sais, et moi, je dis souvent des coïncidences. Tu sais, quand les oreilles te cillent, là, Yannick, ça se peut-tu que les oreilles te cillent? Ouais. Tu sais que c'est pas forcément l'univers pense à toi, là. C'est pas forcément ça. Les oreilles. Nos parents nous disaient ça. Les oreilles te cillent. Ma grand-mère me disait, c'est ton oreille droite ou ton oreille gauche? Tu sais, par exemple, tu sais, je prends dans le cas de JFK, il y a toute une histoire qui tourne autour d'une femme qu'on appelle la Babushka Lady. Qui est la Babushka Lady? Écoute, sur le cortège de Kennedy, lorsque Kennedy a défilé sur M Street, en novembre 63, et qui était abattu, là, le 22 novembre, il y avait une femme qui était là, qui se tenait sur le trottoir, qui avait un foulard sur la tête. On l'a appelée la Babushka Lady. Et là, on l'introduit dans la théorie du complot. Pourquoi on l'introduit dans la théorie? C'est extraordinaire que ça, qu'il y avait une femme sur le trottoir qui avait un foulard. Ah, mais on l'a pas retrouvé. Non, on l'a pas retrouvé comme des centaines d'autres qui passaient par là. Tu sais, tu comprends? C'est parce que quoi, là, un habillement qui fait penser à un habillement d'une personne qui viendrait de l'ancienne Union soviétique ou... C'est quoi? C'est à peu près n'importe quoi. Le gouverneur de la Californie, le matin du 11 septembre 2001, a annulé. Il avait un rendez-vous à New York. Il a appelé pour l'annuler parce qu'il avait une surcharge de travail. Et là, évidemment, les théoriciens du complot, le gouverneur de la Californie annule son voyage à New York 2 heures avant les attentats. Il doit faire partie du complot. C'est des coïncidences. Parfois, les oreilles te cillent, c'est parce que les oreilles te cillent. Ça vient de finir là. Tout simplement. Donc, voilà, on trouve toutes sortes de coïncidences comme celle-là et on va les monter en épingle pour essayer de nous faire croire à des théories du complot, alors que des explications souvent très rationnelles qui n'ont pas besoin où on n'a pas besoin de faire appel à ce genre de gymnastique. Cet été, grâce à Netflix, j'ai écouté Arrival. Oui. L'as-tu écouté? Oui, absolument. Que penses-tu de ce film-là? J'ai trouvé que d'abord, j'ai bien aimé à quoi ressemblent les extraterrestres. Pour une fois qu'un réalisateur décide de pas nous montrer des petits gris avec les yeux bridés qui ont de l'air de menthe religieuse, là. Donc ça, j'ai trouvé qu'on a fait preuve d'imagination pour nous dépeindre les extraterrestres. Le scénario, je l'ai trouvé un peu long. Tu sais, quand tu regardes le film, tu te dis, écoute, on aurait pu raccourcir le film là, d'un bon 30 minutes. Là. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un assez bon film et une approche très différente de la présence des extraterrestres. Et ce qui est amusant, parce que je m'en sers souvent comme démonstration, je dis, moi je pense, et c'est une opinion personnelle, c'est le Christian Page qui parle, là, pas le journaliste, le gars. Là, tu sais. Et moi je pense que je ne crois pas qu'on est visité par des extraterrestres, parce que je me dis que si les extraterrestres nous visitent, ils vont arriver comme dans Arrival. Mais qui arrivent, on va le savoir qu'ils sont là, puis ils se cacheront pas en arrière d'un buisson pour aller nous voler une poule ou enlever Madame Machin pour y rentrer un spéculum dans le derrière. Tu comprends? Mais qui arrivent, on va les voir, ils vont être là. C'est Hollywood qui nous a tout rentré ça dans la tête. Hein. C'est ça. Fait que moi, l'idée, là, tu sais, les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'ils viennent nous voir, ils se cachent en arrière des buissons, ils enlèvent à gauche puis à droite monsieur puis Madame Tartampion, puis ils lui rentrent des sondes par-ci, par-là, puis... Est-ce que vous pensez que Denis Villeneuve avait fait des recherches ou avait consulté des spécialistes pour faire son Sans film? Aucun doute. Sans aucun doute. Moi, je regarde la façon dont on utilise une sorte de langage mathématique pour la communication. Ouais. C'est un peu de cette manière-là que les exobiologistes, donc les spécialistes de la vie extraterrestre, imaginent un contact avec une civilisation extraterrestre. Le jour où ça va se produire, comme les mathématiques sont un langage universel, c'est sans aucun doute vers ce langage universel qu'on va se diriger, plutôt que certains films qui circulent sur Internet où on voit une interview avec un extraterrestre qui se fait en anglais. Tu sais, where are you come from? From telle planète. Ouais, ok, c'est beau. Je trouve ça un peu douteux. Mais je trouve qu'il y a une créativité. Je veux pas faire ma critique de cinéma, là, mais je trouve qu'il y a une belle créativité dans les scènes, entre autres, lorsqu'il monte dans le vaisseau. Dans le vaisseau. Et tout d'un coup, il y a plus de gravité. Ouais. Et là, la personne, je veux dire, est droite. Puis là, il faut qu'elle commence à marcher, mais sur le mur. La fille est incapable, dans son cerveau, est incapable de dire, c'est possible. Ouais. Puis là, t'as les gars qui y vont aux autres, parce que c'était pas la première fois qu'ils le faisaient, mais je pense que à toi, ça pourrait nous arriver, c'est un petit blocage en disant, là, je peux pas monter sur le mur, ça existe pas. Exact. J'ai trouvé ça formidable. Puis effectivement, tu l'as vu Arrival? Ouais, je l'ai vu 2 fois. Les extraterrestres, là, j'avais l'impression que c'était des mains.
Ouais. Puis après ça, quand on découvre que ce ne sont pas simplement des tentacules, il y a tout un corps qui est associé aux tentacules. Effectivement, c'est beaucoup d'imagination. Moi, je vais pas dire la fin, là, mais c'est la fin qui m'a complètement renversée. Ouais. J'ai adoré. C'est quoi la fin? Ben, je dirais pas, là, mais c'est bien pensé, mettons. Ouais. OK. Hey, disons qu'on a joué ici sur la notion du temps. Oui. Absolument. Cette semaine, on a eu Rénal Duberger, qui est un climato-réaliste, c'est comme ça qu'il se nomme. C'est un gars qui a une solide formation en géo. Il m'est arrivé avec quelque chose qui est pas habitué de me parler, c'est-à-dire, le paranormal. Oui. Et tout d'un coup, il m'a dit... Je pense que ça t'a fait réagir parce que j'ai reçu un courriel et je l'ai lu le soir. Je me dit, Christian devait pas être de bonne humeur à Montréal quand il nous écoutait. Et tout d'un coup, il m'a dit, dans la parapsychologie, toutes ces affaires-là, il y a rien qui existe sauf les esprits frappeurs. Ça, c'est prouvé scientifiquement que ça existe. Et là, j'ai dit, ah oui, c'est prouvé. Puis t'as eu le même réflexe que moi, mais peut-être un peu plus violent, parce que toi, tu sais que ça l'est pas prouvé. Comment un gars qui a une formation scientifique comme Rénal Duberger peut en venir à dire les esprits frappeurs, ça existe, il y a pas de doute. Parce qu'en fait, la problématique ici, c'est la notion. En fait, on confond la manifestation avec l'interprétation. Donc, ce qu'il faut savoir lorsque l'on parle d'esprit frappeur, le poltergeist, ce qui caractérise un poltergeist, c'est qu'il n'y a pas d'apparition. Ce sont des phénomènes, on va s'entendre, dans les phénomènes associés à des esprits ou des revenants, il y a plusieurs types de phénomènes. Il y a la hantise, la possession et le poltergeist. Ce qui caractérise le poltergeist par rapport à la hantise, par exemple, c'est qu'il n'y a jamais d'apparition. Il n'y a pas personne. Très rarement, il y a quelques cas, mais sont très anecdotiques. Généralement, les poltergeists, ce sont des manifestations bruyantes, des coups frappés dans les murs, des tables qui se renversent, des meubles qui bougent. Et ces manifestations commencent de manière très spontanée. Elles peuvent apparaître, par exemple, un mardi soir à 21h. Ça commence. Ça va durer quelques jours, quelques semaines. Et aussi soudainement qu'elles ont commencé, elles vont s'arrêter. Je pense par exemple à un cas au Québec qui est très célèbre dans le genre poltergeist. 3 soirées consécutives à Acton Vale en janvier 1969 où sur le coup à peu près de 19h, des phénomènes semblables ont commencé dans une petite maison, la maison sur le boulevard Saint-André. Et ce qui s'est produit, c'était des coups frappés dans les murs, des meubles qui se déplaçaient. Et comme la maison était située juste à côté du presbytère et que les gens où ces manifestations se produisaient, comme les Saintonges étaient impliqués beaucoup dans la vie pastorale, ils ont communiqué avec le presbytère. Et là, donc, le premier soir, il y a un vicaire qui est allé sur place. Le deuxième soir, le troisième soir, ça s'est produit 3 soirs. Curieusement, les manifestations débutaient vers à peu près 19h. Et sur le coup de 22h, 23h, elles s'arrêtaient soudainement. On n'a pas trouvé d'explication. Ces phénomènes-là étaient spontanés, ils ont commencé de cette manière-là, ils ont duré 3 soirs, puis ils se sont arrêtés. Ça, c'est un type assez classique de poltergeist. Il y en a d'autres. Le plus célèbre au Canada, 1970, tout le corps policier de St. Catharines en Ontario pendant des jours ont été témoins de manifestations dans un petit appartement de Church Street et ils en ont fait des rapports policiers. C'est ça qui est extraordinaire parce qu'on a encore les rapports des policiers et c'est assez amusant quand tu lis le rapport policier et l'agent commence son rapport en disant « Je n'avais pas bu, je n'avais pas consommé rien, mais je vous garantis que j'ai vu un lit qui flottait dans l'air. » Donc, et on a encore les rapports de ces policiers. Donc, ce sont des cas extraordinaires. Là où il faut faire très attention, c'est que la manifestation, elle est réelle et elle a été bien documentée à plusieurs reprises. Mais on ignore la mécanique. Donc, de prétendre que ce phénomène-là est de nature surnaturelle ou même oser avancer une explication, là, on est complètement dans les vapes. L'explication la plus proche que l'on a, écoute, et ça va paraître étrange, mais ça a été bien documenté. En 1970, on avait à Toronto une société qui s'intéressait à la parapsychologie, la New Horizons Society, qui était dirigée par le Dr. Owen. Et le Dr. Owen était un parapsychologue venu de Grande-Bretagne et il était financé pour faire de la recherche ici au Canada. Donc, le Dr. Owen a décidé de mener une expérience qui est tout à fait extraordinaire. Il s'est dit, on va créer un fantôme. Donc, l'idée était de mettre des gens autour d'une table, faire une sorte de séance de spiritisme et faire apparaître un fantôme. Est-ce que l'on peut volontairement faire apparaître un fantôme? Et ce qu'ils ont fait pour voir est-ce que c'est réel ou non, ils ont créé un faux personnage. Donc, pendant des semaines, ces gens-là, on avait choisi 8 personnes. Ce groupe des 8 n'avait aucun pouvoir psychique. Ces gens-là n'avaient pas la prétention d'être médiums. C'était vraiment, ils représentaient
monsieur et madame tout le monde. Donc, on avait 8 personnes. Et ces 8 personnes-là se sont réunies et pendant des semaines, ils ont créé un personnage imaginaire. Ils l'ont appelé Philippe. Ils ont dit, voilà, notre bonhomme va s'appeler Philippe. C'est un aristocrate du 17e siècle. Il habitait à Doddington Manor en Angleterre. Et notre bonhomme en question se serait suicidé au début de la trentaine parce qu'il avait une aventure avec une bohémienne. Son épouse légitime aurait découvert l'affaire, aurait fait exécuter la bohémienne sous des accusations de sorcellerie. Et Philippe se serait jeté du haut des remparts de Doddington Manor. Ça, c'était à peu près l'histoire. Et ces gens-là ont été aussi loin que de créer un portrait. Ils ont fait un portrait du bonhomme. Et donc, on a créé une biographie inventée. Et dans toute cette biographie inventée, la seule chose qui était vraie, c'est qu'il y a bel et bien en Angleterre un lieu qui s'appelle Doddington Manor. Mais pourquoi on a choisi un lieu réel? C'est parce que l'on sait qu'à Doddington Manor, il n'y a jamais eu personne qui a ressemblé de près ou de loin à notre Philippe en question. Donc, ces gens-là, une fois qu'ils ont conçu cette biographie, ils se sont réunis autour d'une table et pendant presque une année, tous les vendredis soirs, de 19h à 23h, ils se réunissaient autour de la table et essayaient de faire apparaître Philippe. Philippe, es-tu là? Philippe, peux-tu faire un signe? Rien. Zéro, nil. Rien n'a fonctionné. Et puis, Owen a découvert, en fouillant dans la littérature, que les séances de spiritisme du 19e siècle, celles qu'on imagine, ne se passaient pas de même. Parce qu'il faut dire que les expériences que menait Owen étaient faites comme l'imaginaire nous amène à penser à des séances de spiritisme. On mettait une chandelle au milieu de la table, les gens étaient très austères autour de la table. Philippe, es-tu là? Et rien ne se produisait. Alors, Owen, en regardant la littérature, découvre qu'au 19e siècle, les séances de spiritisme qui avaient tant fait jaser à l'époque, ne se produisait pas de cette manière-là. Les gens étaient autour d'une table, c'était beaucoup plus convivial, on chantait, on dansait, on s'amusait, on contait des blagues et on interpellait les esprits et c'est là que les manifestations se produisaient. Alors Owen, du jour au lendemain, disait au groupe des 8, nous allons changer notre approche. On va faire ça de manière beaucoup plus détendue, on va se conter des blagues, on va faire écouter de la musique, par exemple, des chants grégoriens qui devaient peut-être être populaires à l'époque de Philippe. Donc on fait ça et assez rapidement, on a commencé à avoir des grattements dans la table. Donc, on avait des appareils acoustiques qui calculaient d'où venait le son et le son provenait de la table. Et assez rapidement, on a commencé à avoir des coups frappés sous la table et la table a commencé à bouger. Donc, on avait des manifestations physiques. Et les manifestations physiques, bien sûr, était toujours en accord avec la biographie de Philippe. Donc, quand les gens posaient une question, Philippe, es-tu mort au 15e siècle? Non. Es-tu mort au 16e siècle? Non. Au 17e siècle? Oui. Ça fonctionnait toujours avec sa biographie. Et si on posait une question qui n'était pas dans la biographie de Philippe, évidemment, la table restait muette. L'expérience, on appelait ça l'expérience de Philippe le fantôme, c'est l'expérience la plus révolutionnaire de toute l'histoire de la parapsychologie. Ce qu'elle démontre, c'est que les coups, les manifestations qui étaient produites dans la table étaient sans aucun doute produites par les gens inconsciemment qui étaient autour de la table. Mais comment ça fonctionnait? On n'en a pas la moindre idée. Cette expérience-là a été reprise à l'Université de Montréal. Elle a été reprise à l'Université de Montréal. On a fait, je pense que c'était une espionne de la Deuxième Guerre mondiale. Je sais que les Français l'ont refait. En Angleterre, on l'aurait fait aussi, avec également les mêmes résultats, moins spectaculaires que celles du groupe des 8, mais quand même avec des résultats physiques. Ce que suggère, et c'est là qu'il faut toujours faire attention aux mots qu'on utilise, ce que suggère l'expérience de Philippe, c'est que dans des manifestations de ce type-là, de type poltergeist, ce ne serait pas des esprits, entre guillemets, qui se manifesteraient, en supposant que les esprits existent, mais ce serait une sorte de mécanique de psychokinèse, donc la force de l'esprit incontrôlée, inconsciemment, sur les objets de l'environnement. Donc, et on sait que généralement, lorsqu'il y a un cas de poltergeist, il y a au centre de cette manifestation, comme dans le cas d'Acton Vale, comme également dans le cas des policiers de 1970 à St. Catharines, il y avait au centre de la manifestation un enfant d'âge préadolescente ou au tout début de l'adolescence. Et cet enfant-là devient ce qu'on appelle l'agent du poltergeist. C'est comme si c'était lui qui devenait l'élément catalysateur de toute cette manifestation. Alors, les deux écoles, et on le sait pas, faut être honnête, on le sait pas la mécanique. Les deux écoles qui s'affrontent, c'est l'école parapsychologique, dont l'hypothèse est que c'est ce jeune-là qui a généralement des problèmes émotifs et qui inconsciemment provoque les manifestations autour de lui. Au lieu de donner un coup sur la table, le coup résonne dans le mur. Au lieu de renverser la table parce que le jeune est en colère, la table va se renverser d'elle-même. C'est lui,
inconsciemment, un peu comme probablement que tu as vu le film Carrie. Oui. Les couteaux qui passent à gauche et à droite, c'est pas des esprits qui font ça, c'est inconsciemment, c'est Carrie qui provoque ces manifestations-là. Lorsqu'elle est en colère, lorsqu'elle a du ressentiment, il y a des manifestations qui se produisent autour d'elle. Et ça, c'est l'hypothèse que proposent les parapsychologues. Dans le cas des poltergeists, il n'y a pas de revenant, entre guillemets. C'est le jeune, cet agent du poltergeist qui provoque la manifestation. Et bien sûr, tu as l'école spirit, comme le dit le nom spirit ou survivaliste. Donc, on croit à des revenants. Leur hypothèse à eux, c'est que ce jeune-là est une porte d'entrée où des esprits vont se glisser pour utiliser l'énergie du jeune pour donner des coups dans les murs ou faire renverser des tables. Quelle est la bonne approche? Survivaliste ou parapsychologique? On n'en a pas la moindre idée. Ce que l'on sait, c'est que l'expérience menée par George Owen au début des années 70 avec la New Horizons Society semble bel et bien démontrer qu'il y a une composante psychokinétique au mouvement de la table ou au coup frappé dans les murs. Mais encore là, c'est une hypothèse et on ignore absolument quelle est la mécanique derrière ça. On ne sait pas comment ça marche. On sait que ça marche, mais comment ça marche, on n'en a pas la moindre idée. Est-ce que Christian Page a déjà joué à Ouija? Bien sûr. Et dans le cas de Ouija, ce qui se produit... Est-ce que t'étais celui qui bougeait la petite affaire, là? En fait, on sait jamais qui bouge. Parce que ce sont des micro-mouvements qui sont provoqués dans les muscles des doigts qui entraînent ce mouvement-là. Parce que c'est moi qui le faisais. Ah, toi, tu le faisais volontairement. Moi, on m'accusait de bouger et moi, je savais que je bougeais pas. Des fois, on posait des questions que je savais pas. Et je répondais la bonne réponse et j'étais la seule sur la plaquette. Ouais, parce que c'est ça, souvent, il y a une sorte d'attente à la réponse qu'on va donner. Moi, je dis aux gens, vous voulez jouer à Ouija, là, pour prouver que si vous êtes en présence d'un esprit, là, prenez un personnage célèbre que vous ne connaissez pas. Là, par exemple, je te demande à toi, Yannick, quelle est la date de naissance de Jerry Lewis? Il est décédé il y a quelques jours. Quelle est la date de naissance de Jerry Lewis? Je sais pas. Et toi, est-ce que tu le sais? Je le sais pas. Bon. Toi, tu le sais. Non, je ne sais pas non plus. Quoi? Donc, aucun de nous ici, dans le studio, ne connaît la date de naissance de Jerry Lewis. Donc, on va prendre une planche Ouija. Et si on va faire venir un esprit pour une demande... C'est quoi la date de naissance de Jerry Lewis? On peut le vérifier immédiatement. Il nous dit le 17 février 1941. On sort le dictionnaire et on regarde si Jerry Lewis est né le 17 février 1941. Sinon, c'est de la foutaise. Aussi simple que ça. On peut faire ça de manière très, très simple. Donc, poser une question. Alors, si mon esprit ne sait pas quelle est la date de naissance de Jerry Lewis, pourquoi saurait-il la date de naissance de mon grand-père? Pourquoi saurait-il la pointure de chaussures que portait ma grand-mère? C'est un peu ridicule, tout ça. Ouais. Fait il y a des moyens de faire, on peut mettre en place des mesures de contrôle simples pour vérifier si l'information qui nous est donnée, elle est vérifiable et à ce moment-là, déterminer si oui ou non il y a de la valeur dans l'information transmise. Mais moi, si je veux essayer ça, justement, parce que j'ai une plaquette de Ouija. Oui. Mais je devrais-tu? Parce que ça a l'air dangereux. J'ai comme peur. En fait, c'est une rumeur. Les gens qui croient aux esprits, encore là, on est toujours dans le milieu de la croyance. Les gens qui croient aux esprits vont dire, il faut pas jouer avec un Ouija parce qu'on risque d'ouvrir une porte, faire entrer de mauvais esprits, etc. C'est un peu de la foutaise, ça. Et non seulement c'est de la foutaise, mais il y a quand même une expérience qui est tout à fait surprenante et que très peu de gens savent. Et je vais probablement l'apprendre aux auditeurs ce soir et te l'apprendre à vous autres aussi. Il y a 2 ans, l'Université de la Colombie-Britannique ont fait une expérience avec le Ouija. Okay. Ce qu'ils ont fait, écoute, c'est quand même extraordinaire. Ils ont pris des gens, monsieur et madame tout le monde, et ils ont posé des questions. C'était des questions, on répondait par oui ou par non. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que Tallahassee est la capitale de la Floride? C'est oui ou c'est non. Fait que les gens répondaient oui et non. Tu vois, des questions d'ordre, disons des questions de connaissance générale. Et parmi les participants, on avait choisi une 20aine de participants, on a découvert que les participants avaient à peu près un taux moyen de réponse d'à peu près 50%. Puis ce qui correspond à peu près au hasard, c'est oui ou c'est non la réponse. Donc on avait à peu près un taux de réponse qui était de 50%. Alors on a amené ces gens-là dans une pièce et on les a jumelés avec un laborantin. On a dit, monsieur X, vous allez être jumelé avec notre laborantin, Bob, et vous avec Pierre, etc. Et devant eux, ils avaient une planchette Ouija. Donc la question était, on va jouer au Ouija avec votre vis-à-vis laborantin. Et les participants évidemment, il y avait un mécanisme de privatisation sensorielle. Ces gens-là avaient un bandeau sur les yeux. Donc, on les présente avec leur vis-à-vis, on leur serre la main, on leur met le bandeau sur les yeux, ils s'assoient, placent leurs mains sur le mobile.
Et à ce moment-là, à leur insu, le laborantin avec qui ils étaient jumelés a quitté la pièce. Alors, cette personne-là a ses doigts sur le mobile du Ouija. Il a les yeux bandés, mais il est persuadé qu'il est jumelé avec quelqu'un qui est devant lui, qui lui aussi aurait ses doigts sur le mobile. Et on aura posé d'autres questions d'ordre général de la même façon, et on a obtenu un taux de 65%. Contrairement à lorsqu'ils avaient les yeux découverts, on n'avait qu'un taux de 50%. Pourquoi? Et c'est ce que conclut l'étude menée par l'Université de la Colombie-Britannique. C'est qu'en réalité, le Ouija, il n'y a pas d'esprit là-dedans, là. Ce que ça produit, c'est qu'en fait, on sait beaucoup plus de choses qu'on le croit de manière, disons, éveillée. Si je te pose des questions, tu auras tendance à réfléchir à la réponse. Ah, Tallahassee, c'est-tu la capitale, la Floride? Attends une minute. Je pense que oui. Puis là, tout d'un coup, le doute s'installe. C'est-tu Tallahassee ou Miami? Ou t'aimes pas la capitale de la Floride? Et là, soudainement, t'as une hésitation. Alors qu'avec le Ouija, c'était comme si c'était ton inconscient qui parlait. Donc, on sait inconsciemment beaucoup plus de choses. Notre cerveau a emmagasiné beaucoup plus d'informations qu'on pourrait le croire. Et c'est ce qui ressortait de l'expérience menée à l'Université de Colombie-Britannique. Et aux dernières nouvelles, le laboratoire n'était pas hanté par des esprits malsains ou maléfiques depuis l'expérience menée. Donc, le Ouija, c'est un outil qui peut être intéressant. Moi, personnellement, je ne crois pas à toutes ces histoires de on va ouvrir un vortex vers les enfers puis on va faire venir des mauvais esprits. Je ne crois pas ça. C'est un outil intéressant. Halloween, c'est le fun. Alors, Halloween, c'est le fun. Oui, dans le cas des phénomènes paranormaux, il faut toujours prendre ça avec dans la mesure où c'est divertissant, ça nous amuse. Là où ça devient un peu nocif, c'est lorsque finalement, ça altère notre jugement. Et bien souvent, dans le cas des phénomènes paranormaux, puis combien de fois ici on a parlé, par exemple, des chasseurs de fantômes, c'est souvent la mécanique, c'est qu'à un moment donné, ça altère le jugement, il y a plus de sens critique qui s'installe, et là, le moindre coup frappé dans le mur, c'est un esprit qui intervient, c'est un fantôme, alors que finalement, moi, combien de fois j'ai vu des gens, des chasseurs de fantômes, aller dans des lieux inhabités, donc des endroits qui étaient délabrés, abandonnés depuis des années, et dans lesquels il y avait, je pense par exemple, un lieu, un incontournable au Québec, l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Écoute, j'y suis allé à maintes reprises, j'ai fait des tournages dans ce lieu-là. Écoute, soyons honnêtes, là, il y a plus de plafond. Tu sais, à chaque étage, là, il y a le plancher en béton, mais quand tu es en dessous, il y en a plus de plafond. Il y a littéralement là des communautés d'oiseaux qui nichent dans les plafonds. J'ai vu là dans les murs de l'asile, j'ai vu des rats gros comme des chats qui couraient entre les murs. Et là, tu vois cet endroit-là est abandonné depuis le début des années 2000. Ouais. Il y a eu un incendie, si ma mémoire est bonne, en 1988, où il y a eu 9 décès, là, je parle de mémoire, 9 décès, 1988. L'endroit, à ce moment-là, était un asile, mais en fait, c'était un centre de soins de longue durée pour les gens qui avaient des problèmes mentaux. Et après l'incendie de 1988, on a essayé de reconvertir l'endroit, on a essayé d'en faire un lieu, je pense que ça s'appelait le Cap Val-Espoir ou le Camp Val-Espoir. C'était un groupe fondamentaliste religieux qui avait racheté l'endroit, qui voulait en faire un centre d'accueil pour les jeunes. Et finalement, tout ça a été abandonné au début des années 2000. Ça a été transformé en attrape-tourisme. Et là, on est en 2017, ça fait 16 ans que cet endroit-là est à l'abandon. Donc, tu t'imagines un peu à quoi ça peut ressembler, là. 16 ans abandonné. Il y a plus aucune vitre au carreau, c'est ouvert à tous les vents. Et t'as toutes sortes d'animaux, de parasites qui vivent là. Et là, les gens arrivent là le soir, les chasseurs de fantômes. Faut que tu payes à l'entrée, ça a l'air. Oui, avec les microphones. Oui, y a-t-il un esprit? Puis là, il y a... Ah, je dois avoir capté un fantôme. T'as capté un pigeon qui est dans le mur. Bâtard, arrêtez-moi ça. C'est incroyable comment, à un moment donné, on en vient à manquer de sens critique. Mais voyons, tu sais, puis tour le soir. Moi, je pose la question aux chasseurs d'enfants. Pourquoi le soir? Y a-tu un syndicat dans l'au-delà qui dit hey, le soleil, on sort à minuit. Nous autres, on sort à minuit, on sort pas avant. Ah non, le jour, on n'est pas là. Donc là, quand je lui pose cette question-là, il réfléchit 2 secondes. C'est parce que le jour, il y a moins de pollution, de bruit, moins de camions, moins de véhicules. Ce qui est vrai. Mais qu'est-ce qui t'empêche la nuit d'allumer des lumières? Massant des spots pour qu'on voit ce qui se passe. Non, ils sont là dans l'obscurité, avec le goggles, on voit en noir et vert. Ouais, y a-tu des fantômes? Oh, j'ai entendu un bruit. Un esprit frappant. Ah ouais. Il y a des rats gros de même qui courent d'un mur, mon petit homme. Écoute, reviens-en, là. C'est aberrant comment on en vient à manquer, comment nos croyances
nous amène à un moment donné à perdre le contact avec une certaine réalité et à manquer de sens critique. Tu prends ça beaucoup à cœur. Ah ouais. Ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine-là du paranormal. Ça fait 40 ans que je me fais insulter. Mais écoute, tant aussi longtemps que Dieu m'en donnera la force, je serai là pour défendre le bon sens. Défendre le paranormal aussi. Ouais. Parce que je suis un amoureux du paranormal. Et je déteste voir des gens capitaliser, escroquer des gens sur des histoires de paranormal de cette manière-là. C'est un peu comme si j'avais un bon ami à moi et qui était victime un peu de, comment je pourrais dire, du bullying, là. Tu sais, tu vois un peu, là, et d'intimidation. Et là, on fait à croire n'importe quoi. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je serai là pour défendre, en fait, le bon sens. Okay, avant, tu m'amènes sur d'autres choses, là. Oui. Je vais juste parler de ton livre parce qu'il va être disponible en librairie, le 30. On est quoi? On est le 25, là? Oui. Donc, il va être disponible le 30. Ça s'appelle L'enquêteur des théories du complot. Donc, là, tu vas un peu contre les théoriciens du complot. Il y a Michel qui te demande, Christian, est-ce que tu as déjà été, y a-tu déjà des gens qui t'ont fait des menaces, agressions physiques? Oui. Et en particulier je te dirais que dans la région de Montréal, il y a, en fait, pas la région, il y a un groupe de la région de Laval et un autre groupe de la région de Trois-Rivières qui, eux, m'ont littéralement dit si on va te casser la gueule. Donc parce que j'ai dénoncé justement des trucs de chasseurs de fantômes, ça fonctionne pas. Et ces gens-là se sont littéralement fait un fonds de commerce sur la chasse aux fantômes. Mm-hmm. Donc si tu crois que tu as des entités chez toi, ils vont y aller, ils vont te demander des sous, etc., etc. Et ces gens-là, parce que je les ai dénoncés, m'ont menacé de s'en prendre physiquement à moi. Mais il avait pas vu ta stature, t'es large comme un corde de bois. Ouais, je sais, écoute, mais en fait, c'est assez amusant parce que ce que tu dis là, il y a même un de ces groupes, le groupe de chasseurs de fantômes de Laval, que je ne nommerai pas, qui sur une page publique, et je peux le dire parce que ça me dérange pas, il a dit « Christian Page, c'est sûr que cet individu-là a des problèmes mentaux. À preuve, il mesure 5 pieds 4. » Ce que je te dis là est tout à fait authentique. Ben voyons. Ouais. Christian Page a des problèmes mentaux parce qu'il mesure 5 pieds 4. Voilà. C'est évident. Oui. C'est évident. On est beaucoup dans ce clan des hommes qui mesurent 5 pieds 4. Un esprit scientifique hors du commun, c'est Voilà. Oui. On s'étonne, bien sûr. OK. Donc, on invite nos auditeurs à se procurer L'enquêteur des théories du complot, qui a été écrit, bien entendu, par Christian Page. Si vous voulez aller sur son site, christianpage.ca. On revient tout de suite après la pause. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Avec Marceau. Radio X. Encore et toujours plein de questions à poser à Christian Page, l'enquêteur du paranormal qui est avec nous en studio. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. Dieu, là, pour toi, c'est qui? T'es-tu un croyant, toi? Parce que tu doutes de tout. Ouais. Non, je ne suis pas un croyant. T'es pas un croyant. Il se passe quoi après la mort? Ouais. J'ai utilisé l'expression j'ai utilisé l'expression Dieu, mais bon. En fait, ce qui se passe après la mort, ça, c'est assez intéressant qu'on pose cette question-là parce que au cours de l'été, il y a une nouvelle étude qui a été publiée par l'Université de Liège en Belgique qui se sont penchés sur ces expériences de mort imminente. Bon, qu'est-ce que c'est que ces morts imminentes? Je pense, Yannick, on l'a déjà abordé un peu à l'émission. Ce sont ces expériences au seuil de la mort, donc les gens qui, après un arrêt cardiaque, par exemple, disent « Je me suis vu sortir de mon corps, ensuite j'ai passé dans une espèce de tunnel, je me suis retrouvé dans une lumière, c'était rempli d'amour. » Parfois, il y a aussi un accompagnement, donc des gens décédés qu'ils connaissent ou qu'ils ont connus, qui sont là, qui les accueillent. Et puis ensuite, souvent, ces gens-là vont voir leur vie un peu en flashback et ensuite, c'est le retour à leur corps. Cette expérience-là, c'est caractéristique de l'expérience de la mort imminente. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'université, donc là, on est en présence de scientifiques qui se sont penchés sur cette question. Ce qui est intéressant avec les expériences de mort imminente, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été menées par des professionnels, donc des urgentologues, des médecins, des neurologues. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été menées par monsieur et madame tout le monde qui n'auraient pas la formation pour faire ça. Donc, le discours est souvent un discours excessivement pointu qui vient de l'élite médicale. Et encore une fois, c'est ce qui revient avec l'Université de Liège, ce qu'ils ont fait en collaboration avec l'hôpital de Liège. Ils ont étudié des gens qui avaient été victimes d'une crise cardiaque. Il faut savoir, Yannick, que quand il y a une crise cardiaque, à peu près 30 secondes après l'arrêt du cœur, ton cerveau commence à s'arrêter. À s'éteindre, selon certaines parties. Là. Ouais, et c'est ça qui est intéressant. On a cru longtemps que le cerveau s'éteignait
comme un potentiomètre, un dimmer, comme on dit ici. Là. Donc, on baisse peu à peu l'électricité et le cerveau s'éteint de cette manière-là. On sait maintenant que c'est pas comme ça que ça se passe. Notre cerveau s'éteint comme si on éteignait les lumières dans une pièce d'une maison. Donc, on éteint des pièces et la dernière pièce à éteindre, c'est celle qui contient des informations autobiographiques. Donc, il n'est pas très surprenant qu'au moment du réveil, les gens se rappellent avoir vu leur vie en flashback. Parce que la dernière partie de ton cerveau à s'éteindre, c'est celle qui contient cette information. La problématique, elle est là, et encore une fois, on est devant un mur, c'est qu'il y a des mécanismes neurologiques qui n'expliquent pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on imagine toutes sortes d'hypothèses et chaque fois, c'est toujours un peu le même débat. On se dit, ça doit être le cerveau qui réussit à créer le souvenir et ensuite il emmagasine ce souvenir-là de telle ou telle manière. Et chaque fois qu'on fait un modèle, ce modèle-là, il est brisé par l'expérience sur le terrain. Et c'est exactement ce à quoi arrive, encore une fois, l'Université de Liège qui ont mené cette étude. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il mentionne que l'expérience des morts imminentes, contrairement à ce que l'on croit, parce que des gens disaient, oui, mais quand le cerveau meurt, par exemple, si l'expérience est commune, on se dit, bon, le cerveau meurt, les gens se voient flottant au-dessus de leur corps, là, c'est telle partie du cerveau qui s'éteint. Ensuite, lorsque la deuxième partie du cerveau s'éteint, c'est le moment où il y a le tunnel. Et ensuite, bon, etc., jusqu'au flashback, qui est la dernière partie de ton cerveau. Mais l'Université de Liège ont démontré que c'est pas ça qui se passe. En fait, les expériences sont à peu près identiques pour tout le monde, mais pas forcément dans le même ordre. Autrement dit, il y a des gens qui, après le décès clinique, ont l'impression de se voir flottant au-dessus de leur corps. Ils voient à ce moment-là leur vie en flashback avant d'entrer dans le tunnel. Dans d'autres cas, ils vont entrer dans le tunnel avant de voir la vie en flashback. Donc, encore une fois, on voit que le modèle théorique qu'on avait imaginé ne tient pas la route. Il semble, est-ce qu'il y a des parties ou des mécanismes de notre cerveau dont on ignore encore le fonctionnement qui expliqueraient pourquoi ça se produit de cette manière-là? Ou est-ce qu'on est réellement en présence d'une sorte de conscience qui transcende le corps physique? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Évidemment, si on essaie de faire preuve de sens critique, on doit essayer de favoriser une explication naturelle. Moi, par exemple, je dirais, je vais favoriser qu'on est probablement en présence de mécanismes neurocérébraux qu'on n'explique pas bien encore et qui expliqueraient pourquoi les gens ont une telle expérience. Mais évidemment, je ne peux pas le prouver comme la personne que quelqu'un me dirait, écoute, c'est probablement la conscience ou un mécanisme de conscience, l'âme. On pourrait pas le prouver non plus. Donc, la personne, lorsqu'elle est en train de mourir, entend, exemple, le docteur avec les infirmières, puis le personnel de soutien qui sont là, qui jasent. Comme elle est en train de mourir, son cerveau fonctionne toujours, donc elle peut s'imaginer ce qui se passe dans la pièce. Voilà. Est-ce que ça, ce que tu mentionnes là, c'est souvent aussi le débat. Beaucoup de gens, lorsque l'on parle de manière populaire des expériences de mort imminente, beaucoup de gens vont te rapporter ce genre d'anecdote. Oui, il y a l'histoire de Monsieur X qui est mort et qui est en mesure de raconter ce qui se passait dans une pièce à côté, ou le discours des infirmières ou du médecin. La grande problématique de ça, c'est que ces histoires-là sont excessivement anecdotiques, difficilement prouvables, et on ne sait jamais à quel moment exactement l'information est véhiculée. Est-ce que le voyage, appelons ça comme ça, est-ce que le voyage s'est produit au moment réellement où il y a eu le décès clinique, ou est-ce que le voyage s'est produit 30 secondes avant ou 30 secondes après le retour? À ce moment-là, le cerveau fonctionne. Donc, comment savoir à quel moment exactement le voyage se produit? Et bien sûr, dès que le cerveau fonctionne, évidemment, il est apte à entendre ou même à voir des événements qui se passent dans la pièce autour de lui. Donc, à ce moment-là, ces éléments-là demeurent très anecdotiques et ne doivent pas être utilisés comme le fondement d'une hypothèse ou d'un mécanisme d'explication pour les théories ou les hypothèses de la mort imminente. Les personnes qui vivent justement cette expérience-là rapportent souvent avoir vu un tunnel, la lumière. Mais comment c'est explicable? Parce qu'on n'a tous pas la même idéologie de ce qui va se passer après. Pourquoi eux autres rapportent tous la même chose? En fait, ça aussi, c'est assez amusant comme question parce que les expériences montrent que c'est pas toujours ça qui se passe non plus. Okay. C'est-à-dire que d'abord, dans un premier temps, il faut savoir que 30% des gens qui ont eu un décès clinique qui ont vécu une expérience de mort imminente. Ça veut pas dire que les autres ne l'ont pas vécu, parce que les autres pourraient l'avoir vécu sans s'en rappeler. Mais disons que de manière
consciente. Il y a 30% des gens qui rapportent avoir vécu une expérience de mort imminente. Et cette expérience de mort imminente-là ne contient pas toujours les mêmes fondements. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne verront pas le tunnel. Ils se voient. Généralement, il y a ce sentiment de décorporation. Je sors de mon corps. Et ensuite, il y a cette impression d'aller vers quelque chose. Certains vont le visualiser comme un tunnel, d'autres disent « je suis approché d'une lumière ». Donc, il y a des variantes. En fait, c'est l'idée. C'est je suis sorti de mon corps et j'ai voyagé. J'ai pu voyager dans une lumière, dans un tunnel. Donc, l'idée du tunnel n'est pas fondamentale à toutes les expériences de mort imminente. Mais ce qui est à peu près fondamental à toutes les expériences, c'est que l'expérienceur, c'est comme ça qu'on appelle la personne qui a vécu une mort imminente, l'expérienceur a le sentiment de voyager vers quelque part, d'aller vers quelque part. Et là, il est accueilli par des gens, ça peut être des entités de lumière, ça peut être des gens qui sont décédés, des gens même encore vivants. Il y a des gens qui ont rapporté avoir été accueillis par des gens qui étaient toujours vivants au moment où eux sont arrivés à cet endroit-là. Donc, c'est plutôt la notion générale plutôt que dans le détail que ça se rejoint. Moi, je vais te raconter quelque chose. Es-tu prêt? Oui, vas-y. Je sais pas, je te l'ai déjà dit. Tu as vécu je te une dis tellement expérience d'affaires. Oui. Non, j'ai vécu une expérience où je pensais que j'avais pogné le locked-in. OK. Tu sais, là, il y a des gens aux États-Unis, ben je pense qu'il y en a quelques-uns au Canada, des cas, là, mais t'es un peu emprisonné l'expérience, dans ton corps. Je l'ai vécu plein de fois. C'est la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, je l'ai eu 2 fois, Christian. Puis je vais t'avouer que quand je suis sorti de là, oui. Je filais pas, là. Parce que j'ai toujours pensé que j'étais d'intelligence moyenne puis que psychologiquement, je devais être correct. Mais quand tu sors de ce sommeil-là, c'est troublant. C'est troublant parce que tu te dis, qu'est-ce qui vient de se passer là? J'avais peur de me rendormir, moi. Ouais, les phénomènes de paralysie du sommeil font partie de toute une série de pathologies du sommeil, les parasomnies. Et c'est vrai que ces expériences-là de paralysie du sommeil, aujourd'hui, les spécialistes croient qu'elles sont à l'origine d'un certain nombre dans l'Antiquité ou même dans la Renaissance, de légendes. Hein. Les gens, par exemple, il y a les gens avaient l'impression, par exemple, que des démons essayaient de les étouffer. Alors que, en fait, ce n'était que des paralysies du sommeil. Ce qui est assez étonnant des paralysies du sommeil, c'est que donc, notre corps, parce que pour expliquer aux auditeurs ce qui se passe, c'est lorsque l'on dort, notre cerveau dit à notre corps qu'il est en état de sommeil et il va paralyser les muscles. Parce que s'il ne le faisait pas, tu rêves que tu cours, tu te lèverais dans ton lit et tu courrais. Donc, le cerveau doit dire au corps, je suis en sommeil, donc je ne bouge pas, je reste statique. Évidemment, ça fonctionne pas à 100%. D'où parfois, on a comme une sorte de réflexe, un mouvement parce que on est un peu embarqué dans notre rêve. Et dans certains cas, il y a une parasomnie qui est le somnambulisme qui est bien connu. Où là, les gens rêvent, ils se lèvent, ils vont faire des actions. La paralysie du sommeil est l'une de ces parasomnies. Ce qui se produit, c'est que soudainement, je sors de mon état de sommeil, mais pendant un temps, mon cerveau ne dit pas à mon corps que je suis sorti du sommeil. Donc, mon corps reste paralysé, mais je suis soudainement conscient que je ne suis plus dans mon état de sommeil. Et on n'est pas capable de bouger. Et on n'est pas capable de bouger parce que notre cerveau n'a pas repris ne nous a pas redonné, en fait, le contrôle de notre corps. Et là, évidemment, dans certains cas, ces paralysies du sommeil sont accompagnées de sensations excessivement troublantes. Les gens rapportent, par exemple, qu'ils ont l'impression qu'il y a des gens autour d'eux dans la pièce. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des sensations de toucher. Et ce qui est assez surprenant et que les spécialistes n'expliquent pas, c'est que ces sensations sont toujours négatives. C'est toujours ou des mauvais esprits, des démons, etc. C'est jamais une expérience agréable. Et beaucoup de spécialistes croient, et je dis bien des spécialistes, et je dis pour un certain nombre, on croit que les expériences d'enlèvement par des extraterrestres, certaines de ces expériences pourraient s'expliquer par des paralysies du sommeil. Parce que quand on regarde les expériences, et je ne dis pas toutes les expériences, ça se comprend bien, mais quand on regarde un très grand nombre d'expériences dites d'enlèvement par des extraterrestres, se sont produites avec des sujets qui étaient dans leur sommeil. La personne dit, je me suis couché, soudainement, je me suis réveillé, il y avait des gens autour de moi, je ne pouvais plus bouger, j'avais l'impression que j'étais dans un vaisseau spatial. Donc, on voit qu'il y a toute une sorte de dynamique onirique, donc des images un peu qui viennent du rêve. En même temps, la personne a l'impression d'être réveillée. Donc,
un certain nombre de soi-disant enlèvements par des extraterrestres pourraient peut-être s'expliquer par ce phénomène de la paralysie du sommeil. Tu vois, moi, j'avais regardé un documentaire, puis justement sur le locked-in, là, des gens qui, du jour au lendemain, arrêtent de bouger, les yeux hauts, fermes, sont incapables de mettre les yeux à gauche ou à droite, sont incapables de parler, plus capables de bouger. Ils peuvent rester comme ça pendant 6 ans, puis après 6 ans, ça peut repartir. Exact. Et quand, moi, ça m'a fait ça, cette fameuse paralysie du sommeil, la première fois, je me suis dit, ma première idée dans ma tête, c'est, OK, c'est de même, ça finit, là. OK. Puis après ça, j'avais l'impression que j'avais pogné ça, le fameux locked-in. Ouais, ça fout la chienne. Ouais, absolument. Franchement. Hein. Moi, tu vois, quand on parle des expériences de mort imminente, j'ai vécu une expérience enfant qui a été très troublante. Je vais la raconter pour la première fois ici ce soir. Oh. Et c'était très troublant. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. On se baignait avec la famille. On était à la baie Missisquoi. Et je suis tombé en bas du matelas pneumatique. Là. Je suis tombé dans l'eau. Et soudainement, c'est assez étrange. Je crois pas que je suis mort, là, mais je coulais au fond de l'eau. Et curieusement, ça s'est produit une seule fois dans ma vie. Je coulais au fond de l'eau. Je regardais au-dessus de moi et je voyais le dessous du matelas pneumatique. Je voyais le soleil à travers l'eau. Je coulais littéralement au fond du lac et j'étais merveilleusement bien. C'est vraiment étonnant, cette expérience. Ça a duré quelques secondes et soudainement, j'étais sorti de cet état-là par mon beau-père qui se trouvait là, qui m'a pris par le bras puis qui m'a sorti de l'eau. Mais le temps qu'a duré cette expérience, au moment où je coulais au fond du lac, que je voyais le matelas pneumatique au-dessus de moi, j'étais bien comme jamais je m'étais senti auparavant. Je regardais ça et aucune crainte. J'ai aucun mot à dire. Je suis incapable de décrire le feeling que j'avais à ce moment-là. C'était très troublant. Et ça me fait penser quand les gens me racontent leurs expériences de mort imminente puis ils me disent de l'autre côté, j'étais tellement bien, on sentait une sorte d'amour absolu. C'était presque ce genre d'expérience que j'ai vécu, mais c'est sûr que dans cette histoire-là, au fond du lac, je suis pas mort, j'ai pas eu un arrêt cardiaque, mais c'est drôle comment la perception de l'environnement a été tout à fait différent de ce à quoi on aurait dû s'attendre pour ce type d'expérience. Ce qui est curieux, c'est quand tu vis ça, là, le sommeil paralysant. Ouais, la paralysie du sommeil. Paralysie du sommeil, c'est que tu le fais pas à chaque semaine. Non. Des fois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'en refaire un autre paralysie. Moi, quand ça m'est arrivé, à un moment donné, ça m'est arrivé à 4 reprises dans la même semaine. Et j'ai réalisé que c'était à des reprises où c'était une semaine où j'étais très fatiguée et j'en étais rendue au point où j'avais peur de dormir. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me rappelle, mon amie me textait sur mon cellulaire et je voyais ce qu'elle disait. J'étais paralysée. Et ça, j'ai eu vraiment peur. Après ça, je me suis renseignée. Et les autres fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, il faut pas que tu paniques, essaie de t'endormir parce que si tu restes longtemps, c'est là que tu vas commencer à halluciner des trucs négatifs. Tout à fait vrai. Fait que si ça vous arrive, ben essayez juste de vous rendormir parce que... Voilà. Puis éventuellement, en théorie, là, heureusement qu'il y a les cas que tu mentionnes où la personne est littéralement prisonnière de son corps, ce sont des cas excessivement rares. Heureusement, les gens qui vivent des paralysies du sommeil, généralement après quelques secondes ou à quelques minutes, rapidement, ils vont retrouver l'usage de leur corps. Sauf que quand tu le vis, t'as l'impression que ça fait 1 heure, mais c'est 15 secondes. C'est la chose la plus épeurante que j'ai jamais vécue. Effectivement, une paralysie du sommeil, c'est une expérience troublante. Alright, amusons-nous maintenant. Tu m'as suggéré des sujets que je trouve franchement intéressants. Tu voulais nous parler d'un dispositif qui est digne de Star Trek. Écoute, c'est absolument incroyable. Ce sont des chercheurs de l'Ohio qui ont découvert ça. Ouais. Et j'essaie de t'expliquer un peu comment ça fonctionne parce qu'on n'entrera pas dans le détail technique, mais ils ont conçu une sorte de micro-puce qui a à peu près la taille d'une pièce de 25 cents. Ils la placent sur les tissus. Par exemple, tu es blessé à la main, on va placer cette pièce sur cette micro-puce sur ta main. On y fait passer un courant électrique et on va comme reconditionner les cellules de ton organisme pour qu'elles se régénèrent. Et ça fonctionne. On a fait le test, par exemple, sur des souris, sur des rongeurs, et avec des résultats où immédiatement les tissus sont comme informés qu'ils ont été détruits et qu'ils doivent se régénérer. Et la régénérescence commence immédiatement. On est littéralement, pour les gens qui nous écoutent ce soir et qui sont des adeptes de la série Star Trek, on se rappelle que le docteur McCoy avait ce petit gadget. Quelqu'un était blessé, il passait au-dessus de la main. Voilà, c'est bon, parti. Ben,
Et c'est exactement ce que les chercheurs de l'Ohio ont conçu, cette micropuce. Là, pour l'instant, on est capable de reconditionner des tissus, comme par exemple les chairs qui seraient endommagées par une blessure, mais on croit que en peaufinant un peu le mécanisme, on pourrait aller plus en profondeur et peut-être même régénérer au complet des organes, le foie, le cœur, peu importe, à partir du moment où on reconditionne, on envoie une information au tissu pour qu'il se remette en marche et se reforme de manière à être des tissus sains. Où est-ce qu'on va être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans? Ouais, c'est vraiment incroyable ce que la science est capable d'apporter maintenant comme développement technologique. La pilule de vie éternelle, toi, la jeunesse éternelle, t'apprendrais-tu? Oui. Oui. Attends. Être jeune éternellement à vie? Ouais. Oh non, à vie, non, parce que là, le but... À un moment donné, il faut que ça finisse. À un moment donné, il faut que ça finisse, hein? Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on voudrait être immortel? Ouais. Et c'est assez amusant parce que plus tu poses la question à des gens âgés, plus ils souhaiteraient être éternels. Ah oui? Ouais, c'est assez amusant dans les sondages. Et souvent, chez les jeunes, on dit « Ah non, moi, me semble, mais que je serais rendu à 80 ans, moi, peut-être assez vieux. » Mais quand tu me poses la question à quelqu'un qui est rendu à 79, lui, il voudrait être éternel. Donc, c'est assez amusant, cette idée-là. Mais effectivement, c'est un concept un peu philosophique. Est-ce qu'on voudrait être éternel? Puis souvent, c'est un peu la question, est-ce qu'on voudrait être éternel, mais en même temps, est-ce qu'on voudrait vieillir? Est-ce qu'on veut rester jeune? Tu sais, il y a tout le concept un peu de la jouvence qui est associé à ça. Tu veux être éternel jusqu'à temps que tes enfants soient corrects, puis après ça, tu veux sacrer ton camp. C'est ça, donc... Alright, tu nous parles de D.B. Cooper maintenant. Il y aurait un nouvel indice. Hey, ça remonte à quoi? 1970, cette histoire-là? Ouais, voilà. On est au début des années 1970. En fait, la date exacte, on est en novembre 1971. On est à la veille du Thanksgiving aux États-Unis en novembre. Et ce D.B. Cooper, c'est un type qui se présente. Il va embarquer sur il va faire un vol entre l'aéroport de Portland à destination, c'est Portland-Seattle. Il embarque dans l'avion de Portland. Et il se dirige vers Seattle. Il donne son nom simplement comme Dan Cooper. C'est le nom qui figure. DB, c'est un peu les médias qui ont transformé ça, mais il se donne son nom, il s'inscrit Dan Cooper. Et à l'époque, tu comprendras que embarquer dans un avion, c'était moins compliqué que ça l'est aujourd'hui. Donc, il se présente au bureau de la compagnie aérienne, donne ce nom, embarque à bord de l'avion. Et une fois qu'il est à bord, il va dire comme ça à l'hôtesse, il va lui remettre un papier à l'hôtesse. L'hôtesse met le papier dans sa poche parce qu'elle croit que c'est le numéro de téléphone du type. Le type, il la rappelle, dit non, tu devrais regarder ce qui est écrit sur le papier. Et elle regarde et il dit, et c'est écrit, j'ai une bombe. Il a avec lui une mallette, il ouvre la mallette et il a le temps de voir des sortes de fils, ce qui semble être des bâtons de dynamite, un truc comme ça. Et là, il comprend que le bonhomme ne rigole pas. Donc, elle va informer le pilote, tout ça, et il exige une rançon. En fait, il exige, si ma mémoire est bonne, c'est 200 000 $ en petites coupures et il demande à ce que cet argent lui soit remis à l'atterrissage à Seattle. Ce que l'on fait, les billets sont marqués, on lui donne le 200 000 $. Il libère tous les passagers, mais garde le pilote, le copilote, l'hôtesse et lui à bord et il demande 4 parachutes. Donc, on suppose, le FBI suppose que le type va probablement demander à l'équipage de sauter en parachute et lui va sauter aussi en parachute. Et donc, comme on ne sait pas qui aura le parachute, c'est en même temps une bonne façon pour Dan Cooper, pseudonyme du bonhomme en question, de s'assurer que les parachutes n'auront pas été falsifiés de manière à ce qu'il n'y ait un qui ait été mal plié volontairement. Donc, on lui remet les 4 parachutes, on lui remet les 200 000 $. L'avion redécolle. Il s'agit d'un Boeing 727. Et notre Dan Cooper en question semble bien connaître la navigation aérienne parce qu'il dit au pilote, vous allez prendre telle route en vous dirigeant vers le Mexique, vous allez voler à telle altitude, vous allez tenir les volets de l'avion ouverts à tel degré. Donc, il donne des détails très précis. Et il a choisi spécifiquement ce type d'appareil parce qu'il est le seul dont l'écoutille s'ouvre en vol. Donc, il y a une porte qui donne vers la queue de l'appareil qu'on peut descendre avec une sorte d'échelle de coupée. Mm-hmm. Et alors que l'appareil se trouve à peu près au-dessus de Reno, au Nevada, le pilote et l'hôtesse qui sont enfermés dans le cockpit sentent une vibration de l'appareil. Un voyant sur le tableau de bord indique qu'on a ouvert la porte. Et à ce moment-là, Dan Cooper saute dans le vide. On ne retrouvera jamais Dan Cooper. Non seulement l'argent ne sera jamais remis en circulation, il y a des recherches qui seront menées, on ne retrouvera jamais cet individu. Et puis en 1980, des gens qui campaient tout près de la frontière avec le Canada, donc dans l'État de Washington, vont trouver enterré dans du sable
$5 800 provenant de la rançon versée à Dan Cooper. C'est les seuls billets qui seront jamais retrouvés de cette histoire-là et Dan Cooper disparaît. Évidemment, le FBI conclut que notre bonhomme en question a dû se tuer en sautant de l'appareil, même parce que, c'était une nuit qu'il faisait froid, il est quand même sauté à une altitude de 10 000 pieds, il était faiblement vêtu, et comme l'argent n'a jamais été remis en circulation, on suppose que le bonhomme s'est tué en sautant en parachute. Mais là, qui était Dan Cooper? Et là, le FBI a fermé il y a 2 ans le dossier Dan Cooper. Donc, après toutes ces années, on n'a jamais trouvé le moindre indice qui permettait de pouvoir situer qui était le bonhomme. Et là, voilà que depuis que le FBI a fermé le dossier, les documents sont disponibles, accessibles à des enquêteurs amateurs qui ont demandé l'accès aux documents et ils ont mis la main sur une cravate. Dan Cooper avait une cravate. Il l'a laissée sur le banc de l'appareil. Et on a mis la main donc sur la cravate et en passant la cravate au microscope électronique, donc des outillages qui n'existaient pas au début des années 70, on a trouvé dans la cravate en question des particules de peinture qui n'étaient utilisées que dans le domaine de l'aviation. Ah. Donc, on n'a pas encore l'identité, mais le nouvel indice maintenant, c'est que Dan Cooper était un individu qui travaillait dans le milieu de l'aviation, donc qui était en contact avec les ateliers de maintenance pour avoir de telles particules dans sa cravate. Oui, mais tu l'as bien dit, ne serait-ce que de savoir que tel avion, on était capable en vol d'ouvrir la porte. Oui, exact. Il a demandé à ce que les volets restent ouverts. Oui, donc absolument. Une vitesse réduite. Une vitesse réduite, les volets ouverts à 15 degrés. C'était, comme je l'ai mentionné, un Boeing 727. Ouais. Il y avait 36 passagers à bord au début du vol qu'il a libéré en échange des $200 000. Et c'est le seul... Maintenant, évidemment, tu comprendras que les Boeing ont corrigé ce petit problème, mais c'était le seul avion commercial dont on pouvait ouvrir l'écoutille et descendre l'échelle de coupé. Donc, Dan Cooper connaissait les techniques de vol, mais connaissait bien ce type d'avion. Si c'est tué en sautant, qui a enterré l'argent? Voilà la grande question. Est-ce qu'une partie de la rançon aurait été trouvée? Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait enterré plus loin? On le saura peut-être jamais, mais maintenant on a un nouvel indice qui nous approche pas beaucoup vers l'identité de ce Dan Cooper, mais au moins on sait que le bonhomme en question travaillait probablement dans le domaine de l'aviation. Mais aucune famille avait porté à disparition un homme? Non. Et c'est assez amusant parce que après Dan Cooper, il y a 2 ou 3 pirates de l'air qui ont tenté le coup. Donc, au début des années 70, on est 1972, 73, 74, l'exploit de Dan Cooper, évidemment, a été rapporté dans la presse partout à travers le monde. Et il y a 2 ou 3 zélés qui ont tenté de faire le coup sur un Boeing 727 et ça n'a pas bien fonctionné. Donc, ou bien ils n'ont pas pu sauter, ou malheureusement, l'écoutille était impossible de l'ouvrir, ou etc., etc. Mais et ces gens-là ont été arrêtés. Et aucun d'entre eux n'était, parce qu'évidemment, quand quelqu'un tente un coup comme celui-là, on se dit, est-ce que ce ne serait pas notre fameux Dan Cooper qui a récidivé? Mais non, les gens qui ont été arrêtés n'avaient rien à voir avec ce mystérieux Dan Cooper qu'on n'a jamais retrouvé et qui reste encore une énigme. Un peu pour les Américains, il y a quelques énigmes historiques qui étaient Dan Cooper et l'une d'entre elles, comme pour les Anglais qui étaient Jack l'Éventreur, tu vois. Donc, il y a une sorte de communauté d'enquêteurs amateurs qui se sont penchés sur le mystère Dan Cooper. On tente encore une fois de prédire la fin du monde. Ça, c'est assez amusant parce que chaque année, on en a 3 ou 4. Moi, j'ai jamais stressé pour ces affaires-là. Non. Moi, en 2012... C'est 2012? Ouais. Okay. Moi, c'est 2000. Ah ouais, c'est moi là, je me demandais qu'est-ce qu'elle arrive avec mes ordinateurs. Le millénarisme, c'est ça. Donc, la peur de ce bug de l'an 2000. Et qu'est-ce qui va arriver avec les ordinateurs? L'argent que j'ai à la banque, elle va-tu disparaître? Va-tu savoir que c'est encore à moi, cet argent-là? Ça a été le seul stress, là. Quand on a viré à l'an 2000, ça a été le seul stress. Mais sinon, là, chaque fois que quelqu'un prédit la fin du monde, c'est un peu rigolo. Ce qui est assez amusant, c'est que dans l'univers du paranormal, il y a une caractéristique qui est assez commune à peu près à tous les gens. C'est on dirait que tout le monde souffre de l'Alzheimer. C'est-à-dire que le type fait une escroquerie le mardi et le mercredi matin, il est de nouveau en selle puis on semble avoir oublié l'escroquerie de la veille. Et ça, c'est assez frappant de voir comment on recycle de vieilles nouvelles, de vieux trucs et on dirait que tout le monde a oublié que la même affaire avait été rapportée 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tôt. Et là, encore une fois, les histoires de fin du monde, évidemment, on nous en rapporte 3 ou 4 par année qui heureusement pour nous et malheureusement
malheureusement pour eux, ne se sont jamais produites. Là, la dernière en liste, c'est bien sûr cette histoire du mois de septembre. On nous annonce pour le 23 septembre prochain la fin du monde. Et comment notre bonhomme en question y est arrivé? C'est un type qui s'appelle David Meade, qui est une sorte de tarologue, cartomancien. Bon, il se donne à peu près à toutes les mancies, donc les techniques pour dire la bonne aventure. Et il utilise tout ça et il va mélanger ça avec des interprétations très personnelles de ce monsieur Meade, des interprétations de la Bible. Donc, il prend des versets de la Bible où il dit tel truc va se produire, tel truc va se produire, particulièrement avec l'Apocalypse de Jean. Et pour lui, l'amorce, c'est l'éclipse de lundi dernier. Donc, l'éclipse du 21 était un peu le moment de départ. Et à partir de ce moment de départ, il fait toutes sortes de calculs dans lesquels on se perdrait. Mais quoi qu'il en soit, il arrive à la conclusion que le 23 septembre sera le dernier jour. Alors, si vous aviez quelque chose de prévu pour le 23 septembre, vous pouvez peut-être le remettre après. On va l'emprunter. On va l'emprunter le 22. Bonne idée. Voilà. On passe la plus belle journée de notre vie. C'est drôle, hein? Puis t'as toujours regardé un peu comment ça fonctionne, la numérologie? Oui. Je sais pas qui a été le premier à établir les règles de la numérologie. Puis j'avais déjà reçu un gars, je sais pas si c'était dans le Showtime ou dans Mars au soir, mais bref, lui, c'était un spécialiste de la numérologie. Puis je lui avais demandé, mais supposons que quelqu'un naît au même hôpital, en même temps, la même seconde. Ils vont-tu avoir le même parcours de vie? Puis il m'avait dit, ben non, parce qu'ils ont pas le même nom de famille, ils ont pas le même prénom, et chacune des lettres, tu comprendras qu'il y a le chiffre, et là, ils sont capables de faire ton chemin de vie. Là, tu vois, c'est toujours un peu cette fuite en avant, parce que ton argumentaire, par exemple, si tu le dis à un astrologue, l'astrologue va dire, bon, ben, tu es né tel jour, telle date, tel décan, ouais. Et là, il va dire, ben, voici un peu ton parcours. Ta carte du ciel. Ta carte du ciel. Ouais. Mais là, évidemment, comme ça fonctionne pas pour deux individus nés à peu près en même temps, ils vont dire, oui, mais là, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, la numérologie, le ci, le ça. Fait que finalement, on en revient toujours à la case départ. Il est impossible de prédire notre avenir parce qu'il y a trop d'éléments dont il faut tenir compte. Et ça, ben, malheureusement, les gens qui s'adonnent aux mancies ont tendance à nous le passer sous la table. Parce que c'est correct, ça peut être un beau loisir en autant que tu floues pas personne, mais il faut toujours penser qu'il y a une personne qui a décidé des règles au départ. Ouais, absolument. Et c'était qui? Ouais. Mais en fait, dans le cas des mancies, hein, ce sont des phénomènes qui malheureusement nous viennent un peu de l'âge des ténèbres. Hein. Ça existait dans l'Antiquité, ouais. Et on mélangeait astrologie et astronomie à l'époque. Donc on voyait dans le ciel toutes sortes de signes qui étaient des signes divins et on interprétait ça. Donc il y avait une part de science qui était l'observation des astres, qui a donné les fondements de l'astronomie, et il y avait l'interprétation des observateurs qui, elle, relevait en fait de l'astrologie. Donc, tu vois, ce sont deux mécanismes qui étaient liés ensemble dans l'Antiquité. Et peu à peu, quand est arrivé le siècle des Lumières, ben évidemment, on a commencé à développer des approches plus cartésiennes, plus scientifiques, en faisant appel à des règles plus rigoureuses, en établissant des protocoles de données. Et peu à peu, ce qui était joint entre eux, donc l'astrologie et l'astronomie, se sont séparés. Et aujourd'hui, bien, pour les scientifiques, l'astrologie reste un reliquat du passé et en théorie ne devrait plus avoir sa place dans une technologie ou une connaissance, dans un monde de connaissances qui est le nôtre aujourd'hui. Mais on aime croire à toutes sortes de choses, et c'est vrai que l'astrologie, comme la numérologie, comme le tarot, etc., nous donne une fausse impression que notre destinée nous appartient. Oui. Parce que toi, Yannick Marceau, tu n'as aucun pouvoir sur ce qui va arriver demain ou après-demain. Et c'est un peu inquiétant, cette idée de ne pas avoir de contrôle sur notre avenir. Ces mancies nous donnent l'impression qu'on peut changer quelque chose, qu'on a un pouvoir sur notre devenir. Et ça, on aime ça, c'est rassurant. Mais dans les faits, c'est une assurance qui est un peu artificielle, parce que en réalité, on n'a pas de pouvoir. J'ai déjà réalisé une expérience, par exemple. Vas-y. Ma conjointe du temps avait acheté l'horoscope 2003 selon Solange, là. Oui. Et elle m'avait demandé, de lui lire, tu sais, c'était quoi sa personnalité. Ouais. J'avais pris un tout autre signe, puis à chaque fois, elle me dit, c'est vrai, je suis comme ça. C'est vrai que je suis comme ça. Tu sais qu'il y a une expérience. C'est bien fait quand même. Mais tu sais qu'il y a une expérience qui avait été menée dans ce genre-là. Hein. Aux États-Unis, par exemple, ouais. on est entré dans une classe et on a dit aux jeunes qui étaient là, nous allons faire une expérience d'astrologie. Alors les jeunes ont dit, OK, parfait. Alors, ce qu'ils devaient faire, c'est mettre leur nom et leur date de naissance sur une feuille de papier, et cette
feuilles de papier étaient remises au laborantin qui devait mener l'expérience. Et ensuite, une semaine après, on est revenu et chaque étudiant avait une enveloppe à son nom. On lui a remis et il a ouvert l'enveloppe, défait le contenu. Et là, il y avait une sorte d'explication en fonction de la date qu'ils avaient donnée, une explication, en tout cas une hypothèse, une description de leur personnalité. Et là, une fois qu'ils ont lu ça, le laborantin dit « OK, parfait, combien d'entre vous se reconnaissent dans cette biographie? » Et il y avait des éléments assez pointus là, dans cette biographie. Et 80% des gens ont levé la main en disant « Je me reconnais là-dedans, c'est tout à fait moi. » Alors, le laborantin dit « OK, prenez votre feuille maintenant et passez-la à votre voisin d'en arrière et le dernier de la rangée, ramenez-la en avant. » Et soudainement, tout le monde a compris qu'ils avaient exactement la même biographie. Oh. Donc, tu vois, il est possible de faire une espèce de biographie où tout le monde va se reconnaître. Okay. Est-ce que c'est la même technique pour les médiums quand tu vas voir un médium? À peu près. Et tu sais, il y a des trucs qui sont... On aime avoir des défauts. Tu sais, on dit, on va te donner des défauts, mais qui n'aime pas avoir des petits défauts coquins, tu sais? Toi, Yannick, t'as un défaut. T'es trop perfectionniste. Non, je suis trop gentil. Ouais, t'es trop gentil. Ouais. C'est quoi ton défaut, Tommy J? T'es trop perfectionniste. Qui va dire, non. Puis là, ensuite, t'as un paquet de qualités, tu sais. Toi, Yannick, t'es un homme franc. Oui. Honnête et loyal. Y a-tu quelqu'un qui va dire non, moi je suis un maudit menteur. Y a pas personne qui va dire ça. Donc on va chercher des défauts qui sont coquins, qu'on aime bien, puis en même temps on nous donne des qualités, mais personne va refuser les qualités. On n'ira pas contre et ça, finalement, ça correspond à tout le monde. Quelques défauts comme ça bien placés, un peu coquins, plein de qualités, puis là, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Ils chargent cher, par exemple, les médiums pour nous dire des belles choses. $100 au moins. C'est 100 piastres. Mais non, mais est-ce que ça veut dire qu'aucun médium a vraiment ce don-là? Parce que cette semaine, on a reçu justement le climato-sceptique Rénal Duberger, puis il racontait l'histoire d'un médium qui avait prédit où allait s'asseoir une femme... je sais pas si vous l'avez entendu, tu sais, il avait dit, lui avait prédit, on lui avait donné une date et il avait dit, qui allait s'asseoir sur une chaise précise et finalement, c'était exactement ça, il avait prédit exactement. La problématique de ces prédictions de voyants, c'est qu'elles sont beaucoup trop anecdotiques pour avoir une valeur en science. Ce que l'on sait, c'est que on a fait de très nombreuses... En fait, la parapsychologie moderne est née au début du 20e siècle. Donc, un type qui s'appelle J.B. Rhines qui a lancé ça. Au début, c'était assez amusant comment la parapsychologie est née. Ce que les scientifiques cherchaient à faire, c'est d'essayer de démontrer l'existence des revenants. Donc, on a commencé d'abord avec cette approche-là. Et puis ensuite, on a laissé de côté les revenants pour essayer de regarder est-ce que les facultés psychiques existaient, comme la clairvoyance, la télépathie. Et on a donc essayé de développer des mécanismes en fonction de ça. Et le père de la parapsychologie moderne, on est aux alentours de 1920-1930, un type qui s'appelle J.B. Rhines qui va établir les premières règles. Et ce que l'on sait, et ça, va être très prudent avec ça, il y a plein d'expériences qui ont été menées. Dans certains cas, ça a fonctionné. Dans d'autres cas, ça n'a pas fonctionné. Donc, faut pas retenir seulement les expériences qui fonctionnent. Il faut vraiment faire une méta-analyse et comprendre également qu'il y a des expériences qui n'ont pas fonctionné. Et jusqu'à maintenant, la seule chose qui a jamais été prouvée en parapsychologie, on n'a jamais prouvé l'existence de la télépathie, on n'a jamais prouvé l'existence de la télékinésie, on n'a jamais rien prouvé de ça. La seule chose que l'on a démontré, c'est qu'on a, dans certains cas, des anomalies statistiques. Par exemple, dans des expériences de télépathie, on a découvert que des gens qui avaient des liens émotifs entre eux, donc un époux, son épouse, un père, son fils, une mère, sa fille, on a découvert qu'ils avaient un taux de réussite légèrement, pas beaucoup, mais légèrement au-dessus du hasard et on n'arrive pas à l'expliquer. Alors, est-ce la preuve de la télépathie? Évidemment, ce taux est trop peu important, trop peu significatif pour que la science l'accepte. Mais on reconnaît quand même qu'il y a une anomalie statistique. Mais on est loin, il y a loin de la coupe aux lèvres entre dire « j'ai une anomalie statistique et je viens de prouver que la télépathie existe ». Tu sais qu'il y a une expérience, on en parle très peu, à un moment donné, on pourrait faire une émission là-dessus, Yannick, c'est le projet Stargate. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, dans les années 70, on nous disait, on entendait ça parfois, les services secrets américains utiliseraient des voyants pour faire de l'espionnage et des trucs comme ça. Et puis en 1995, on a appris que c'était vrai. Pendant une vingtaine d'années, les autorités américaines, les services secrets ont utilisé des médiums pour faire de l'espionnage. Et ils ont obtenu des résultats parfois extraordinaires.
mais parfois, il était complètement aux côtés de la plaque. Donc, il faut tenir compte des bons et des bons et des mauvais résultats. Mais c'est un projet qui était tout à fait extraordinaire, le projet Stargate. Écoute, ça me fera plaisir de t'en reparler à une autre occasion. Christian Page, toujours un plaisir de te recevoir. On se rejase mercredi. Absolument. Avant les alentours de 20h. Et on invite les auditeurs à se procurer ton nouveau livre, ton nouveau bébé. Oui. T'es le papa de nouveau. L'enquêteur des théories du complot par l'auteur de la série L'enquêteur du paranormal, Christian Page. Allez faire un tour sur sa page web, christianpage.ca. Absolument. Amy J. À la semaine prochaine. Belle semaine. On se rejase lundi 19h30. On vous souhaite de passer un beau week-end. Merci. Ciao.